Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons démonter et analyser plus ou moins en profondeur la PlayStation 3 comme je l'avais fait avec la Xbox 360. Je trouve toujours aussi difficile de prononcer ça d'ailleurs. Voilà la console. Pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de faire la vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'attendais d'être à peu près à mi-chemin entre la date qui fait qu'elle est sortie depuis maintenant 10 ans au Japon et depuis 10 ans chez nous, parce qu'il y a eu un gros délai en fait entre ces deux dates. Pour quelle raison? Parce que nous on a échappé au premier modèle de la PlayStation 3 en réalité. Nous n'avons jamais eu le modèle qui était parfaitement rétrocompatible avec les jeux PlayStation 2. On va voir un petit peu à quoi ça consiste cette rétrocompatibilité un peu plus tard, mais vous allez voir, elle est particulièrement drôle étant donné que c'est une ils ont juste mis une PlayStation 2 dans la PlayStation 3. C'est un petit peu idiot, mais bon, ça a le mérite de fonctionner, hein. Bon, après, on va dire, ça s'est déjà fait. Par exemple, la PlayStation 2 avait comme une PlayStation 1 à l'intérieur de la PlayStation 2, sauf que ce contrôleur PlayStation 1 servait aussi à autre chose. En l'occurrence, dans la PlayStation 3, ce truc-là ne servait à rien d'autre qu'à lire les jeux PlayStation 2. Donc c'était un petit peu un truc ajouté en perte, qui servait pas à grand chose. Et cette console, son histoire, c'est pratiquement uniquement comment réussir à réduire les coûts le plus possible, étant donné que la Xbox 360 se vend pour que dalle, et que la PlayStation 3 coûte super cher à fabriquer. Ça, c'était un petit peu le gros problème des débuts de la PlayStation 3. Et on va commencer à la démonter. Donc cette machine, comme vous le voyez, peut se tenir droite comme ça. Bon, beaucoup de personnes le savent déjà, mais que certaines personnes ont loupé le petit détail du logo qui tourne, comme sur la PlayStation 2. Bon, je le montre au cas où quelqu'un n'ait pas remarqué ça. Alors on va regarder la console un petit peu en détail sur les côtés. Donc la première chose que l'on peut voir, c'est ceci. La trappe pour le disque dur, qui est un simple disque dur d'ordinateur portable, tout ce qui est de plus classique. Ici, vous avez l'autocollant à décoller pour avoir la vis qui permet de tout démonter, à savoir que si on n'enlève pas ça et qu'on sait pas qu'une vis est cachée à cet endroit-là, eh bien on ne sait pas du tout comment ça se démonte, étant donné que toutes les autres vis sont cachées sous la plaque qui se trouve ici, en fin de compte. C'est comme ça que ça fonctionne, et beaucoup de gens ont arraché un bout de la façade comme ça en croyant que les vis étaient cachées là-dedans, mais non, pas du tout. Nous avons les prises à l'arrière. Alors l'alimentation est intégrée, contrairement à la Xbox 360, ce qui est plutôt pratique étant donné en plus que la console n'est pas plus grande que celle d'origine. Alors cette console a essayé d'être démontée, à ce que je vois, parce que je vois qu'il y a plein de traces de tournevis sur les côtés, justement ce que je vous disais. Si on ne sait pas que la vis est cachée ici, on essaye de déboîter comme on peut et on n'arrive à rien. Contrairement au début de la Xbox 360, là aussi nous avons un HDMI d'origine, ce qui est pas une mauvaise idée. Pour le câble multi-AV et compagnie, ce câble est tout simplement le même que celui de la de la PlayStation 2 et la PlayStation 1. Ils ont pas changé le port. Bien sûr, il est compatible avec l'YQV, ce genre de truc, comme la PlayStation 2, c'est tout à fait pratique. Nous avons ici le port réseau qui est intégré lui avec, et un autre truc intégré qu'il n'y a pas dans la Xbox 360 d'origine, c'est le Wi-Fi intégré lui avec. Une sortie optique audio, bon, tout à fait banal maintenant, et voilà. Donc ensuite nous avons quelques petits logos ici qui nous expliquent que ce truc est compatible avec les Blu-ray, les DVD, les disques audio, le Dolby machin truc, etc., DTS, bidule, le Bluetooth, l'HDMI. Alors oui, un autre truc aussi qui est technique, qui est vraiment sympathique dans cette console, c'est qu'elle est compatible d'origine pour les manettes avec le Bluetooth et non pas avec cette espèce de truc totalement propriétaire qu'a fait Microsoft, etc., pour nous rendre les choses compliquées. Alors voilà ce que je disais, beaucoup de gens essayent de déboîter ça en pensant que les vis sont cachées là-dessous. Pas du tout. Alors, un petit détail à montrer qui montre que c'est vraiment la première qui est sortie en Europe. Nous avons 4 ports USB au lieu de 2, les suivantes en ont eu 2, enfin c'est tout. Ces trucs-là se sont déplacés, et il y a aussi ce truc-là qui se soulève. Ceux qui n'ont jamais vu la première viennent d'halluciner en se disant « Ah, mais je me disais bien que cet emplacement, il servait absolument à rien. » Bah oui, cet emplacement qui sert absolument à rien, à l'origine, c'était juste un lecteur de cartes qui fait les compacts flash, les cartes SD, les mini SD, ainsi que les formats propriétaires de Sony pour la PSP, ce genre de truc. Pas que la PSP, bien sûr, ça faisait aussi certains appareils photo. Ce qu'ils appelaient, comment déjà, les Memory Stick Pro Duo et compagnie, ce genre de truc là. Je vais regarder si c'est compatible avec les toutes premières générations. Ouais, c'est compatible. Le dernier truc qui différencie cette console de la Xbox 360, c'est son lecteur, qui est un lecteur Blu-ray, comme je l'ai déjà dit, et tout le monde le sait bien sûr, et non pas un simple lecteur DVD, ce qui permet de pouvoir stocker beaucoup plus de choses, et de faire en sorte qu'il y a beaucoup moins de jeux qui utilisent plusieurs disques. Je suis même
pas certain qu'il y en ait un seul qui utilise plusieurs disques sur PlayStation 3, tellement ça contient énormément un Blu-ray par rapport à un DVD. C'est-à-dire que pour les jeux Xbox 360, ils utilisent des DVD double couche, sauf qu'il y a énormément de sécurité, donc il n'y a que dans les 6,9 gigaoctets de disponibles dedans, ce qui est pas énorme. Là-dedans, il me semble que ça va jusqu'à 50 gigaoctets, là franchement il y a vraiment la place. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais virer le disque dur et on va commencer à voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc en termes d'outils pour pouvoir démonter cette machine, il y a besoin d'un tournevis, il y a besoin d'un truc pour choper une vis qui arrive pas à s'enlever, c'est-à-dire un aimant ou un tournevis plat ou ce genre de truc, même si vous risquez d'abîmer un petit peu. Nous avons besoin d'un tournevis un peu plus fin, comme celui-là par exemple, et je sais plus ce qu'il y avait besoin d'autre. Ah oui, bien sûr, un set de tournevis Torx. Il va falloir un Torx, je ne sais plus lequel exactement, pour la vis de sécurité qui se situe à cet endroit-là. Donc elle n'a jamais été démontée, comme vous pouvez le constater, parce qu'il y a encore l'étiquette qui est en parfait état, et bien sûr le démontage fait n'importe comment par les endroits qui sont pas faits pour démonter n'a abouti absolument à rien, ce qui est normal. Donc pour enlever le disque dur, c'est vraiment très simple, on enlève une seule vis, et ensuite il y a cette petite coche ici, ce petit taquet là qu'on soulève, et ensuite on pousse sur le côté, pouf, et hop, on se retrouve avec un disque dur Seagate. Alors, à savoir qu'il n'y a pas que des Seagate, il y a aussi eu des Hitachi à l'intérieur de ces trucs-là. C'est un Seagate 60 gigaoctets, un Momentus 5400.2, une des premières générations de Momentus de chez Seagate. C'est des disques durs qui fonctionnent plutôt bien, à savoir que les Hitachi, par contre, ont tendance à griller. Alors, ça arrive aussi d'avoir un Seagate qui grille, hein, bien sûr. Et on peut, si on a un problème de disque dur, le remplacer par n'importe quel disque dur du marché, n'importe lequel. Et ça, franchement, c'est vraiment beaucoup mieux que sur la Xbox 360 où on peut utiliser que leur truc propriétaire, ça coûte plus cher, c'est très très chiant, etc., etc. Alors, on peut enlever cette étiquette sans faire de dégâts à l'étiquette, mais à quoi ça servirait étant donné que cette étiquette sert juste pour la garantie? Et bien sûr, si vous avez une PlayStation Fat comme ça fait longtemps que la garantie est finie. Donc hop, on enlève ça, et vous avez ensuite cette espèce de crampon, ce patin pour quand on utilise la console debout, qui se vire comme ça, pouf, voilà. Une fois qu'on a réussi à le virer, on a un trou de vis ici. Alors il va falloir utiliser le bon type de Torx, je me rappelle plus quelle taille c'est, je crois que c'est celui-là, voilà. Ensuite, alors je vais regarder si c'est marqué ce que c'est. Je dirais qu'a priori c'est du Torx 10, donc hop, on essaye de récupérer, enfin de choper la vis bien comme il faut, parce que c'est vraiment, voilà, chiant à viser, parce que c'est assez loin à l'intérieur de cette espèce de rigole. Justement, le problème c'est que j'ai un set de tournevis Torx beaucoup mieux que ce truc-là, mais justement je peux pas l'utiliser parce que ça ne va pas assez loin, le tournevis ne rentre pas. Donc, parce qu'il est un peu trop large, quoi. Et donc, maintenant, je dévisse tout ça, une fois que c'est fait, voilà, on a la vis qui sort, et on peut tout simplement faire ceci, plop. Et c'est vraiment tout con, hein. Mais voilà, on enlève cette plaque, et une fois qu'on a enlevé cette plaque, on se retrouve avec les vraies vis de montage de cette console. Et maintenant, vous pouvez re-ranger vos tournevis Torx, parce que contrairement à la Xbox, nous n'avons pas 3 milliards de vis de ce type-là, nous en avons que une seule. Et ensuite, vous avez ce petit machin en fer, là, ici, à enlever, hop, ici, pour pas qu'il tombe partout et que vous cherchiez partout, c'est le truc dans lequel se visse notre vis de sécurité, là, ici. Et donc, pourquoi ils ont fait en sorte que ce soit un bout de métal? Aucune idée, parce que Sony a tout simplement fait en sorte que dans la version suivante, ça se visse directement dans le plastique. Donc vous aurez pas à enlever ce petit machin si vous avez la version qui n'a pas le lecteur de carte en façade. Donc ensuite, nous avons, je crois que c'est 7 vis à enlever ici, 6 longues et une plus courte. Elles sont indiquées sur le dessus de la console par des petites flèches bien sympathiques qui nous expliquent vraiment à quel endroit il faut mettre quoi. Je ne suis pas sûr que pour la petite vis il y ait un symbole. Si, il y en a un. La vis la plus courte qui se trouve ici, il y a un petit symbole S comme small qui indique cette vis là. Comme ça au moins on est sûr de savoir à quel endroit mettre celle qui est plus courte que les autres. Donc voilà la vis plus courte, vous voyez que voilà sa taille. Maintenant il y a la vis à aller choper on ne sait comment à l'intérieur de cette gouttière, voilà, avec un aimant ça marche très très bien.
Vous pouvez voir bien sûr qu'il y a 2 tailles de vis, voilà, ça se voit tout de suite. Enfin, il y en a qu'une seule du taille plus petite. Et là maintenant, si vous avez la version avec le lecteur de carte, encore une fois, vous avez 2 vis supplémentaires à dévisser ici, qui se trouvent directement sur le lecteur de carte en fait, pour pas qu'il se déplace, parce que le lecteur de carte n'est pas fixé dans la partie basse de la console, mais dans la partie haute, celle qui va se soulever et s'en aller ici. Alors ne laissez aucune vis dans un trou, parce que ça va vous gêner à cette étape-là, parce que ça va faire absolument n'importe quoi. Alors ne soulevez pas trop violemment, et vous avez un petit taquet ici, appuyé à cet endroit-là, la pile dans le coin, ici, là, hop, où vous devez appuyer dessus, parce que ça empêche, c'est juste un petit cran comme ça qu'ils ont mis là, je sais pas exactement pourquoi. Alors vous basculez comme ceci, hein, vous soulevez pas, vous basculez comme ceci, et ensuite, vous faites attention à ne pas tirer. Voilà, vous basculez jusqu'au bout, et vous avez une nappe à débrancher. Alors, je vous montre ça comme ceci, normalement, il vaudrait mieux le démonter avant, mais vous voyez, ça c'est la nappe du lecteur de carte. Vous avez juste à soulever ici un petit taquet, touc, voilà, un petit taquet en plastique marron, là, sur le côté de la prise, qui, en gros, fait bascule, comme ça, il faut le mettre comme ça, il est comme ça à l'origine, quand une nappe est coincée dedans. Puis ensuite, vous tirez dessus, c'est très simple, voilà, et vous pouvez déchirer le scotch, hein, à la limite, on n'en a rien à faire. Et voilà, vous avez enlevé la partie haute de la console. Donc voilà, si vous avez une console qui n'a pas le lecteur de carte, bah c'est beaucoup plus simple à démonter, comme vous le voyez. Donc le lecteur de carte est ici. Le lecteur de carte, si je me souviens bien de ça, avait plein de problèmes. Il pouvait poser d'énormes problèmes à la console, mais je ne me rappelle plus quoi exactement. Mais bon, en tout cas, si vous retrouvez ça dans les informations qu'il y avait sur Internet, il y avait quelques trucs qui allaient pas avec ce truc-là. Donc ils en ont profité pour le virer parce que cette console-là coûtait trop cher à fabriquer, alors du coup ils ont enlevé tout ce qu'ils pouvaient petit à petit dans cette machine jusqu'à ce qu'elle commence à avoir un prix à peu près correct. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à sa sortie elle coûtait quand même 600 €, ce qui est assez phénoménal. Donc maintenant, un truc que l'on peut voir, c'est la carte mère qui se trouve dans ce morceau de métal, et ici vous avez les boutons power, etc. Alors cette petite carte séparée pour les boutons power, ça aussi ça a disparu dans la version suivante. Je vais vous montrer la carte mère de la version qui est sortie juste après, celle qui est sortie à peine quelques mois après celle qui est rétro-compatible. Donc hop, vous voyez que ici, et la partie pour l'allumage avec les boutons power et le bouton eject ici. Et ce n'est plus sur une carte séparée. Ça aussi, ça permet de gagner un petit peu d'argent. Pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, mais bon, pourquoi ils y ont pas pensé à l'origine, je ne sais pas du tout. Alors comme vous le voyez, cette machine a accumulé pas mal de poussière, bon, c'est absolument normal. Et très franchement, le truc qu'il y a de bien avec cette console, c'est que même quand elle accumule beaucoup de poussière, elle n'a pas tendance à vraiment poser de problème de refroidissement. Ce qui pose un problème de refroidissement, c'est quelque chose que je vous montrerai plus tard, c'est la pâte thermique. Mais attention, pas n'importe quelle pâte thermique, celle qui est en dessous de l'IHS. Autant dire quelque chose de quasiment inaccessible. C'est particulièrement con quand ça arrive comme problème. Et donc du coup, on se retrouve avec une console qui fait beaucoup de bruit et aucune solution. Ça ne vient pas du tout d'un problème de poussière, ni de la pâte thermique que vous pouvez changer facilement. Donc bref, donc vous avez le bouton, la petite chose avec le bouton power ici à démonter. Donc c'est vraiment à démonter, hein, il faut pas le laisser sur place. On ne peut pas le laisser sur place, juste débrancher la nappe et ensuite virer la carte mère. Non, ça aurait été trop simple. Donc il faut dévisser ça, virer la petite nappe. Alors faut vraiment être délicat avec ce genre de truc, c'est toujours comme ça, parce que on peut couper cette nappe très facilement. Et ensuite un petit bout de métal qui sert absolument à rien, ça aurait pu être directement vissé sur le plastique, mais non, ils ont mis ce petit bout de métal en renfort, sûrement au cas où que le plastique ne soit pas assez dur pour faire en sorte que, je sais pas, ils avaient peur que ça se casse, je ne sais pas, aucune idée. Donc, bon, bah maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le lecteur. Donc si on a besoin de changer le lecteur, c'est comme la Xbox, hein, on peut pas le changer entièrement, il faut juste changer la lentille ou ce genre de truc. Sinon on se retrouve à devoir refaire le pairing, c'est-à-dire en gros faire en sorte d'associer le nouveau lecteur à la console, et le seul moyen de faire ça, c'est d'avoir une console hackée. C'est un lecteur complet, hein, pour information, c'est un lecteur parallèle ATA, c'est-à-dire en fait c'est de l'IDE classique, c'est pas du serial ATA qui est là-dedans. Donc là il y a à soulever la petite truc qui retient la nappe, là-haut, comme l'autre fois, comme avec le truc du lecteur, c'est assez difficile à enlever de la façon que j'étais en train de le faire, donc je vais le faire autrement, mais là ça vous le cache. Voilà, c'est soulevé, on peut maintenant libérer la nappe, pouf,
et nous avons un lecteur de côté. Donc il faut bien entendu, si vous avez plusieurs consoles, ne pas mélanger les lecteurs entre eux, ce qui va être difficile pour moi, étant donné que, justement, je suis en train de faire ça aussi avec une deuxième console. J'ai une deuxième console démontée à côté de moi, juste pour vous montrer les différences. Donc justement, en parlant de différence, malheureusement nous n'avons pas de chance, mais il y a un autre lecteur qui lui a une plaque juste complètement fermée sur le dessous, qui a été sûrement fait par, je sais pas, un autre constructeur. Non, c'est du Sony pour tout ça, je ne sais pas. Enfin en tout cas, il existe une deuxième génération de lecteurs qui pop aléatoirement à l'intérieur des PlayStation 3, qui n'a pas ce petit truc à nu, et donc du coup il n'y a pas ce petit pad thermique qui traîne ici. Alors ensuite nous avons la partie module sans fil qui se trouve ici, qui d'ailleurs est indispensable même quand on utilise le réseau câblé, alors que c'est étrange parce que le réseau câblé, l'intégralité de la logistique, on va dire ça comme ça, qui permet de faire fonctionner le réseau câblé est dans la carte mère principale et non pas dans ce truc là. Ça c'est vraiment juste le module sans fil, c'est-à-dire Wi-Fi et Bluetooth. Donc ça se démonte par le dessus, là on peut déboîter l'antenne, voilà. Parce que oui, il y a une petite antenne supplémentaire qui se trouve derrière, mais un truc qui est marrant, c'est que cette machine a 2 antennes. Elle a 2 antennes, je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça, ça permet très certainement d'avoir une meilleure réception, peut-être qu'ils avaient fait des tests eux-mêmes et qu'ils étaient pas satisfaits de la portée suivant l'emplacement où se trouvait la borne Wi-Fi ou un truc du genre, c'est-à-dire si elle se trouve derrière la console ou devant la console, alors ils ont mis une antenne devant et une antenne derrière, peut-être que cette console fait trop de parasites ou je ne sais pas quoi pour faire en sorte que avoir une antenne juste devant puisse traverser toute la lime ou ce genre de truc. Donc voilà, une petite antenne supplémentaire qui se trouve à l'arrière, qui se dévisse juste là, sur le côté, juste une vis, hein, c'est vraiment très simple. Donc ensuite, ici, nous avons le module principal pour tout ce qui est Wi-Fi et compagnie. Vous voyez qu'il a un bout de métal sur le dessus, là, comme ça. Je sais pas exactement pourquoi ce bout de métal existe, mais la version pour la génération non rétrocompatible de la PlayStation 3 se retrouve à ne plus l'avoir. Donc voilà, encore un petit peu de coût en moins. Voilà, donc cette espèce de truc maintenant est détachable, mais attention, pour enlever la nappe, il faut faire attention, il faut pas tirer trop fort dessus, c'est un peu comme pour le dessus de la console, il suffit de le tirer un petit peu vers là, hop, on soulève le taquet ici, qui se trouve là, encore une fois, un petit taquet marron à l'arrière de la prise. Ah, je vous montre ça avec un tournevis, même s'il vaut mieux faire ça avec les mains parce qu'on sait mieux ce qu'on fait. Donc voilà, on soulève ce petit taquet. Bon après, si vous arrivez pas avec les mains, hein, vous pouvez faire ça avec un tournevis ou je ne sais pas quoi, mais c'est juste parce que on se rend plus facilement quand on compte, quand on casse quelque chose, quand on fait ça avec ses mains en fait. Enfin, personnellement, c'est mon truc. Après, je sais pas trop si pour vous c'est différent, mais voilà. Alors donc ce bout de métal s'en va, hein, ça se déboîte. Encore une fois, pratiquement aucun intérêt. Donc vous voyez une deuxième antenne ici pour le Wi-Fi et l'antenne pour le Bluetooth ici. Vous pouvez admirer le design assez spécial de ces antennes, en forme de cylindre et en forme de cube. Je ne sais pas du tout à quoi sert cette façon de faire. Je sais pas exactement si c'est plus optimal ou si c'est juste design, aucune idée. Alors avant de rentrer dans ce qui est vraiment intéressant, il reste encore un dernier truc à démonter, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est ce bloc qui se trouve là-haut. Donc hop, on débranche ça, vous voyez le tout petit câble qui est là. Tout petit câble de rien du tout, je sais pas trop pourquoi ils n'ont pas fait une prise différente pour ça, parce que vous allez voir que ce câble ne transporte que le 5 volts et le 3,3 volts, mais pour le 12 volts, ils ont fait un truc très original. Vous allez voir, c'est particulièrement rigolo. J'enlève les vis qui se trouvent tout autour, il y a 5 vis, 3 devant, 2 derrière. Et je vous retrouve juste après. Maintenant que tout est dévissé, je n'ai plus qu'à enlever la petite prise d'alimentation qui se trouve à l'arrière ici. Ouais, c'est pas directement soudé dans la lime. Il y a une petite prise pour ça, hop. Voilà, qui est reliée directement à cette prise-là, hein, bien sûr, hein, c'est logique. Et ensuite, vous avez plus qu'à soulever le bloc en entier. Et je vous ai dit, ok, bon bah le 220 volts rentre là-dedans. Il y a un tout petit fil de rien du tout qui contient le 3,3 volts et le 5 volts. Mais où est le 12 volts qui est le plus important là-dessus? Eh bien, vous soulevez ça et pouf, vous avez 2 grosses tiges ici qui sortent de la carte mère. Et 2 trous de l'autre côté sur le bloc d'alimentation. Oui, c'est assez original comme technique, mais au moins ça peut faire passer énormément de courant. Donc bon, bah pourquoi pas, hein, c'est pas une mauvaise idée. Ils auraient pu aussi utiliser une énorme prise avec un énorme fil, mais non, ce genre de système, ça fonctionne très très bien. Après, je me demande pourquoi ils ont pas fait pareil pour les autres tensions. Bon, ça coûte plus cher, c'est sûr, ça doit être ça. Et si vous voulez comparer avec la nouvelle génération des FAT, qui est sortie juste après, donc, vous pouvez voir que le fond en métal a été remplacé par un fond en plastique, que l'alimentation est capable de donner un peu moins de courant, si je me souviens bien.
32 ampères pour l'un et 23,5 pour l'autre, donc considérablement moins pour la nouvelle version. Donc le fond est en plastique, mais en plus de ça, le fond est clipsé, alors que là, le fond est vissé. Donc voilà, ça revient moins cher à fabriquer, c'est moins lourd. Une dernière chose qui a changé, c'est la longueur du câble. Vous avez vu que le câble était minuscule, était relié directement juste après l'alimentation sur la carte mère. Bah là, ensuite, ce qu'ils sont amusés à faire, c'est que ils ont déplacé l'endroit où rentre le 5 volts et 3,3 volts sur la nouvelle carte mère, et ils ont rallongé le fil de manière considérable. On commence à arriver à ce qui est intéressant, c'est-à-dire la carte mère en elle-même, qui est coincé à l'intérieur de cette espèce de sarcophage en métal, là, c'est vraiment extrêmement bien fermé, bien coincé là-dedans. Alors ça, c'est aussi une grosse différence que l'on peut voir par rapport à la Xbox 360. Alors je fais beaucoup de comparaisons, mais c'est normal en même temps. C'est pas la Xbox, c'est un petit peu la console concurrente numéro 1 de cette machine-là, et c'est pas que pour cette raison-là que je fais ce genre de comparaison. C'est aussi parce que les choix qui ont été faits en termes de fabrication sont complètement différents. Mais alors complètement différents pour deux consoles qui, au final, se ressemblent beaucoup, en fait, sur certains points, notamment, par exemple, le processeur, ce genre de truc. Même si le processeur de la PlayStation 3 n'a rien à voir, il a quand même quelques... il utilise, par exemple, le même jeu d'instructions, déjà. Ça, c'est le premier truc à dire, c'est-à-dire que les deux sont sur des architectures PowerPC, et les deux ont des cartes graphiques qui plus ou moins ressemblent à ce que l'on peut avoir sur des PC de l'époque, sauf que l'une utilise une Nvidia, la PlayStation 3, et l'autre utilise une carte de chez ATI. Donc c'est la Xbox qui utilise ça. Et ensuite, voilà, maintenant j'ai plus qu'à dévisser la petite vis pour la terre. Parce que là, il y a le fil de terre qui est caché là, hop, et qui est relié directement à la prise, hein, bien sûr, à cet endroit-là, et relié à toute la carcasse. Alors, il nous reste ensuite deux dernières vis, parce que là, j'ai fait toutes les vis qui avaient tout le tour de la carte mère. Il nous en reste deux qui sont en métal à la place. C'est pas des vis pour plastique, c'est des vis à métal. Alors, le truc qui est marrant, c'est que sur certaines consoles, c'est écrit que ce sont des vis différentes, et sur d'autres ce n'est pas marqué. Alors je vous conseille de prendre un marqueur ou je ne sais pas quoi pour vous souvenir de quel endroit, d'où viennent ces fameuses petites vis différentes des autres. Donc hop, vous mettez un petit S, hein, c'est comme ça qu'ils ont fait chez Sony habituellement. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à enlever tout ça du boîtier. Alors je vérifie si j'ai pas loupé une vis là-dedans, non ça va. Voilà, donc ça a l'air d'aller. Voilà, pas de vis manquante. Donc maintenant il faut mettre la console à l'envers, la tenir comme ça, et on peut sortir tout le plastique du dessous. Alors je vais la poser pour vous montrer ça de manière un peu plus illustrée. Voilà, et logiquement on peut comme ça enlever tout l'arrière. Alors, je dis ça, mais j'ai peut-être oublié une vis en fait. Attendez 2 secondes. Ah oui, j'en ai oublié une. Voilà, je me suis rendu compte parce que ça forçait un petit peu. Donc oui, ça c'est bien, c'est important de se rendre compte de ça quand ça force. Donc oui, il manque la vis ici, celle qui est cachée par la prise, les fils de la prise d'alimentation. Et si je me souviens bien, c'est une vis beaucoup plus longue celle-là. Il me semble qu'elle est directement dans le plastique et qu'elle fait tout. Voilà, c'est la même que celle qu'il y a dans le coin de l'autre côté, qui est un peu plus courte que les autres. Là, dans ce sens-là, elle est un peu plus longue que les autres. Donc hop. On remet ça à l'envers, voilà, après mon fail, et on enlève ça. Et voilà, logiquement, maintenant, ce qui reste là-dessous, c'est juste de la poussière et du plastique. Alors maintenant, vous pouvez admirer le système de refroidissement de la console, qui, comme vous le voyez, est franchement imposant, vraiment imposant. On dirait l'arrière d'une... Enfin, le système de refroidissement d'une tondeuse qui est directement harnaché au moteur ou ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment... c'est particulièrement gros, hein, Et donc, ça souffle de manière latérale, comme ça envoie l'air dehors ici. Et sur le dessus ici, sur les versions comme ça rétrocompatibles, les versions non rétrocompatibles ont une autre différence que la rétrocompatibilité. Le processeur est passé de 90 nanomètres à 65 nanomètres, c'est-à-dire en gros il a été miniaturisé, ce qui veut dire qu'il chauffe moins. Alors ils avaient moins besoin de refroidir tout ça, parce que en fait les ailettes qui sont ici sont pour uniquement la carte graphique. Et les ailettes qui sont de ce côté, de l'autre côté du plastique, sont uniquement pour le processeur. Alors que dans la version suivante, les ailettes, il n'y en a que ici, et elles refroidissent le processeur et la carte graphique en même temps. La console s'en est retrouvée donc bien allégée, et franchement beaucoup plus silencieuse aussi. Mais enfin pas si
pas beaucoup plus silencieuse que ça, parce que cette version-là est malgré tout relativement silencieuse. Par rapport à la Xbox, franchement, la PlayStation 3 ne faisait pas beaucoup de bruit. Donc voilà, j'ai enlevé les petits clips et tout ça, et je peux enlever maintenant la dernière partie de plastique qui reste, avec le petit bouton power qui lui aussi peut s'en aller et être remplacé séparément du reste, le petit bouton power avec sa prise d'alim. Alors si vous voulez comparer tout ça, voici la version de la machine non rétrocompatible. Comme vous le voyez, plus rien de ce côté, et que des ailettes ici en beaucoup plus petit nombre. C'est beaucoup plus léger, et en plus de ça, utilisation du plastique au lieu d'utilisation du métal pour toute cette partie-là. Donc on perd en poids, mais un truc de malade. Hein. Pour continuer notre démontage, il nous reste plus qu'à débrancher la petite prise du ventilateur. Pouf. Ah là c'est fait, et à dévisser les deux vis qui sont sur le dessus du truc à disque dur. Ici il y a deux vis supplémentaires qui, si je dis pas de bêtises, ont elles aussi disparu de la version d'après. Comme vous pouvez le constater, elles ont bel et bien disparu, remplacées par 3 points de soudure ici à la place. Et un autre truc qui a changé, c'est que cette partie ventilateur est beaucoup plus difficile à enlever. Elle reste logiquement coincée comme ça sur la plaque en dessous, qui est plaquée directement contre la carte mère. Alors que là, vous allez voir, la partie ventilation et compagnie se déboîte en premier, et ensuite on enlève la plaque en métal. Ça se fait en 2 étapes. Un autre petit changement que l'on peut voir maintenant à cet endroit-là, c'est la pile pour conserver la date et l'heure et ce genre de truc, qui est sur la carlingue ici, et non pas directement sur la carte mère, et qu'il faut bien entendu penser à débrancher avant de tout démonter. Alors très souvent ce qui se passe, c'est que la prise sur la carte mère vient avec le truc. Bon, c'est pas bien grave, mais bon, enfin il faut passer des heures à gigoter le truc bien comme il faut pour ne pas le sortir avec. Ça arrive tout le temps, et ne vous inquiétez pas, si ça vous le fait à vous aussi, c'est rien du tout. Ça peut se rebrancher exactement comme si c'était une prise directement, sauf que vous avez pas de bout de plastique de l'autre côté, ça va directement sur des pins. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quelque chose de relativement violent qui va se produire. Il va falloir décoller le ventirad, c'est-à-dire ce gros bloc, du processeur. Et pour visiblement enlever ça, eh bien la première chose à faire, c'est d'enlever ces vis là. Alors, on enlève ces vis, ouf, avec ces espèces de petites plaques. Alors vous voyez que, exactement comme pour la Xbox 360, à cette époque-là, il manquait pas d'astuces pour inventer des systèmes de fixation de ventirad complètement loufoques qui n'ont absolument aucun sens. Oui, c'est exactement comme ces espèces de croix qu'il y a sur la Xbox 360, ces espèces de trucs qui pourtant sont fixés, comme vous le voyez, que sur 2 côtés sur 4, pas exactement comme les croix, mais ça fait à peu près le même principe, c'est-à-dire que ça vient appuyer au centre du processeur ou du processeur graphique ici. Alors pourquoi ils ont fait ça? Moi je soupçonne personnellement le fait qu'ils étaient pertinemment au courant du fait qu'il y avait des problèmes de soudure avec leur machine, et que s'ils faisaient ça, c'est tout simplement pour retarder l'inévitable. Parce que très sincèrement, il n'y a jamais eu besoin de faire ça sur n'importe quel composant pour qu'il soit bien refroidi, hein. Ça n'a jamais existé, ce genre de truc. Et il y a que sur ces 2 consoles que j'ai vu ça. Enfin bref. En gros, c'est vraiment, bon, pourquoi pas faire ça à la limite, mais ça sent le « oh tiens, on a un problème, on va trouver une astuce ». Alors peut-être qu'elle est encore utilisée de nos jours, cette astuce, mais en tout cas maintenant il y en a plus vraiment besoin. Donc on peut enlever cette plaque en premier. Vu qu'elle s'en va tout seul, vaut mieux l'enlever, parce que sinon elle risque de rayer tout et de faire n'importe quoi. Voilà, et maintenant ça se passe de l'autre côté, où il va falloir arracher ce bloc. Alors comme je vous le disais, sur la version non rétro-compatible, c'est-à-dire la version sans les ports de carte SD et compagnie sur le devant, eh bien ça arrache la plaque en métal en même temps. Là, les deux s'en vont séparément. Alors hop, oh bah là ça s'est enlevé très facilement, à ce que je vois, aucun problème. Parfois ça colle un max et il faut tirer comme un teubé jusqu'à ce que ça cède, et ça c'est juste n'importe quoi. C'est vraiment casse-pied, et ça peut être la raison d'ailleurs pour laquelle parfois certaines personnes ont des problèmes avec la pâte thermique qui se trouve sous l'IHS. Alors qu'est-ce que c'est l'IHS? C'est ce bout de métal que vous voyez avec de la pâte thermique étalée dessus. Eh bien il peut s'en aller, et en dessous il y a le composant. C'est pas le composant directement, le bout de métal, hein. Le composant n'est pas coulé dans le bout de métal. Le bout de métal est juste posé et collé par-dessus. Donc voilà, maintenant on n'est plus qu'à la toute dernière étape du démontage. Vraiment il n'y a plus grand chose à faire. Il suffit de faire glisser cette plaque en métal en dehors de la carte mère. Alors ça peut bloquer encore un petit peu, parce qu'il y a des pads thermiques, notamment de ce côté-là et derrière vers là ici. Et bon, c'est pas grave, ça fait un peu ventouse, c'est tout. Et voilà.
voyez les fameux pads thermiques dont je vous parlais, il y en a un là, et un là. Alors à cette étape, ça peut devenir assez intéressant parce que nous avons plein de trucs à dire sur la carte mère. Vous pouvez voir que la carte mère est relativement complexe et particulièrement grande. Malgré tout, il y a des grandes plaques de vide ici, donc bon, d'accord, ça aurait peut-être pu contenir encore plus de choses, je ne sais pas. Si vous vous demandez ce que c'est que ces traces, c'est pas du brûlé, hein, c'est juste de la poussière qui a chauffé et qui s'est collée. Mais sinon, y a pas de problème, hein, cette carte mère n'a aucun dégât, hein, bien sûr. Je peux toujours gratter pour enlever la poussière, mais on s'en fout complètement, hein. Vraiment rien d'important avec ça. C'est une console qui a le fameux problème des PlayStation 3, c'est-à-dire exactement comme la Xbox 360 qui avait le fameux Red Ring of Death, le ROD. Eh bien celle-là avait ce qu'on appelait le YLOD, le ILOD, ou peu importe comment on le prononce, ce truc-là qui était tout simplement la même chose pour cette console. Et d'où il venait? Bah exactement, mais exactement comme pour la Xbox 360, le processeur graphique. Un processeur graphique mal soudé, parce que c'est un immense composant, et qu'ils ont changé le type d'étain qui était utilisé, et le type d'étain qui est utilisé maintenant, eh bien, il était pas exactement au point à cette époque-là. Donc du coup, c'était pas soudé comme il faut, et parfois il y avait quelques billes qui étaient mal soudées, et quand elle faisait plus contact ou quand il y avait de l'oxydation entre la bille et la carte mère, pour information, une bille, c'est tout simplement ce qu'il y a en dessous du composant qui fait la liaison entre les deux, parce qu'en fait, c'est une plaque posée comme ça, avec des petites billes dessus, et une deuxième plaque qu'on pose par-dessus, on fait fondre, et les deux plaques sont soudées entre elles, avec chaque bille qui fait la liaison entre les deux trucs. Ça s'appelle une soudure par billage, et donc ce type de composant, enfin ce composant-là, vu qu'il est très gros, etc., ça demandait beaucoup de chaleur pour réussir à imprégner, etc., et faire fondre bien comme il faut toutes les billes individuellement. Donc il y en a toujours une ou deux ou trois, etc., et si ça tombe sur la mauvaise, eh bien on se retrouve avec un composant qui, au bout de quelques années, à cause de l'oxydation qui va se faire entre la bille et l'un des deux côtés, l'une des deux plaques, souvent c'est la plaque côté carte mère, hein, c'est pas la plaque côté processeur, parce que la plaque côté composant c'est juste soufflé comme ça par-dessus avant même d'être posé dessus, et ensuite c'est fondu. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Mais ce que je voulais dire, c'est que ben voilà, cette plaque-là, eh bien, peut avoir une des liaisons qui est coupée. Et quand ces liaisons sont coupées, eh ben, ça fait en sorte que la console ne démarre plus. Parce que c'est par exemple, il y a une liaison qui va à je ne sais quel composant, genre une puce de RAM, et si c'est le cas, bah, c'est foutu. Il y a plus rien. Alors, pour limiter le nombre de liaisons, chez Sony, ils ont une très très bonne idée. Ils ont mis les puces de RAM directement autour du processeur graphique. Ce qui permet de faire en sorte que, en gros, le processeur graphique vers la RAM, eh bien, ça fait des liaisons qui se font à l'intérieur de la première petite plaque, et non pas dans la carte mère elle-même. Donc ça devrait faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes. Malheureusement, il y a eu des problèmes quand même, parce qu'il y a énormément de liaisons entre le processeur graphique et ce composant-là, le processeur graphique et ce composant-là qui est le processeur tout court, et ensuite, il y a aussi des liaisons avec d'autres contrôleurs, notamment la sortie vidéo. Là, je vois, en suivant les pistes, je vois que ça va vers la sortie vidéo. Ce qui est totalement normal d'ailleurs pour un processeur graphique. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant je viens de vous sortir une autre carte mère, la même, hein, même génération, etc. Pratiquement, bon, vous pouvez peut-être jouer au jeu des 7 erreurs, mais enfin, en tout cas, le même type de carte mère, sans les IHS justement, c'est-à-dire sans ces plaques en fer. Et vous pouvez voir à quoi ressemblent les composants. Donc là vous avez le processeur tout court, qui est craqué en deux d'ailleurs, c'est la panne de cette console, je suppose que... Ah oui, je sais ce qui s'est passé. C'est la technique des rondelles, enfin des rondelles, ou non, des pièces de 1 centime ou je sais pas quoi, qu'on met en dessous des croix avant de les revisser. Bah ça pète le processeur. C'est une très 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 bonne idée cette technique de réparation. Donc je vous déconseille complètement de le faire. Et donc voilà, ça a pété le processeur, c'est génial, complètement irréparable, la console, c'est normal. Donc jamais faire ça, hein. De toute façon, réparer ce genre de console, je vous le dis, c'est virtuellement impossible. Regardez un truc qui est marrant, la même trace de poussière cramée exactement au même endroit que sur l'autre carte mère. Ça, c'est un grand classique visiblement. Donc vous pouvez voir ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les fameuses puces de RAM qui sont autour du GPU. Alors ce petit composant, si vous vous demandez ce que c'est ça qui fait la rétrocompatibilité avec la PlayStation 2. C'est le processeur graphique de la PlayStation 2 qui se trouve ici. Le processeur graphique uniquement, attention, pas le processeur normal, le processeur qui permet de faire les opérations, etc. Ni la RAM, ni ce genre de truc. Non, nous on a eu que ça, et tout le reste est émulé par le processeur de la PlayStation 3. De manière relativement mauvaise, parce que pour ceux qui se disent « Ouais, oh, elle était super bien, elle était rétrocompatible et tout ça, il faut que j'en trouve une, il faut que j'en achète une », surtout ne faites pas ça, parce que déjà elles sont tous vouées à tomber en panne ou presque.
Mais en plus de ça, les PlayStation 3 rétrocompatibles ont une très mauvaise rétrocompatibilité pour les versions européennes. Même les versions japonaises et US, celles qui étaient rétrocompatibles à 100% parce qu'elles avaient littéralement l'intégralité d'une PlayStation 2 qui se situait là. D'ailleurs, je vais vous montrer une image, c'est assez marrant à voir, mais comme vous le voyez, hop, c'est littéralement l'intégralité d'une PlayStation 2 avec son composant combiné processeur plus GPU de la PlayStation 2 plus les 2 petites puces de RAM. Littéralement, c'est une PlayStation 2 entière. Donc, mais malgré tout, cette PlayStation 2 entière avait des bugs, elle aussi, de compatibilité. Il y a plein de jeux qui sont incompatibles de PlayStation 2 avec cette console. Donc non, ça n'est pas du tout l'idylle qu'on vous a promis. C'est pour ça d'ailleurs que chez Sony, ils ont décidé de le virer. C'est que tout simplement, c'était de la merde. Ça servait absolument à rien, cette rétrocompatibilité. Elle était pleine de problèmes. Donc, et ça augmentait les coûts, etc. Donc, autant virer ça. Le truc qui est marrant, c'est que je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne une fois qu'on a enlevé la rétrocompatibilité. La carte mère est maintenant significativement plus petite. Ce qui fait que, en fin de compte, la PlayStation 3, avec son énorme boîtier et tout ça, pourrait être beaucoup plus petit s'ils avaient été designés directement sans la rétrocompatibilité. Si ces consoles avaient été faites immédiatement sans la rétrocompatibilité en tête. Alors maintenant on va pouvoir voir les différences qu'il y a avec cette nouvelle version. Vous voyez déjà la pile qui a été ajoutée à cet endroit-là au lieu d'être sur la plaque en fer comme je vous l'ai dit. Et ensuite tout le reste c'est la même chose. C'est littéralement la même chose, avec bien sûr quelques petites fonctions en moins dans certains composants, très certainement en rapport avec la rétrocompatibilité, je suppose, même si c'est pratiquement certain que il n'y a pas eu besoin d'enlever grand chose en réalité. Il faut regarder vers où vont chacun de ces composants. Franchement, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui font une étape par ce composant-là, hop, et qui reviennent ensuite vers tous ces composants ici, et que là, maintenant, c'est ce composant qui est littéralement remis immédiatement sur les composants vers lesquels, ça traversait. Donc, en réalité, il n'y a vraiment pas eu grand-chose de modifié. Cette console aurait pu ne pas être rétrocompatible dès le départ. À savoir que la console non rétrocompatible est rétrocompatible un petit peu avec la PlayStation 2. Il y a des émulateurs totalement software qui sont inclus à l'intérieur du firmware de la PlayStation 3. Donc en réalité, elle est compatible à peu près autant que cette version rétrocompatible là qui n'a que le GPU. Vraiment clairement, c'est la rétrocompatibilité est pratiquement la même sur une version non rétrocompatible qu'une version rétrocompatible entre guillemets comme celle-là. Et pourquoi ils ont pas fait en sorte que ça soit compatible directement avec les jeux mais qu'on soit obligé de les télécharger via le PSN pour profiter de cette rétrocompatibilité software? Je vous laisse seul juge de la raison que ça pourrait être, notamment des raisons de gros sous-sous, je suppose. Donc commençons à regarder les composants un par un. Donc vous voyez, nous avons le GPU ici, c'est marqué directement dessus, RSX, etc. Bon, pour GPU, ils ont un drôle de nom, un Reality Synthesizer, ça n'importe quoi, ça veut juste dire GPU. Ensuite ici, écrit de manière beaucoup plus difficile à lire, je sais même pas si c'est lisible, mais je vais vous le lire. Il y a marqué Cell Broadband Engine, c'est-à-dire Cell/BE. J'arrive à le lire là maintenant avec un bon reflet, mais c'est écrit d'une manière complètement différente. Là, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ils ont poli d'une manière bizarre, et là, on dirait qu'ils ont fait juste les contours. Alors du coup, on n'arrive à rien voir du tout. Alors, le processeur Cell, qu'est-ce que c'est que ce processeur? C'est un processeur très 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 bizarre. C'est un truc qui est composé de 8 petits cœurs, plus un gros qui permet d'ordonnancer les autres, c'est-à-dire en fait de leur donner des tâches. Le gros cœur est tout simplement un cœur PowerPC, c'est-à-dire un cœur comme il pourrait y avoir sur les derniers Mac avant les processeurs Intel chez les Mac. C'est-à-dire en réalité des processeurs qui sont faits par IBM, etc. et qui sont tout à fait convenables. Alors celui-là est une modification de ce processeur-là. On utilise ce processeur pour ensuite guider les autres. À savoir qu'il y en a 8, sauf qu'en réalité il y en a 7. Sauf qu'en réalité, il y en a que 6 qui sont utilisables par les jeux et les programmes, etc. Parce que le 7e, lui, il est tout simplement utilisé uniquement pour la sécurité et d'autres tâches de fond. Donc ce 7e est juste utilisé pour ce genre de truc qui ne sera jamais utilisé par les programmes. Et le 8e, lui, par contre, il a été désactivé pour des raisons de fabrication du processeur. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y en a un des 8 qui est grillé, mais qu'il y en a encore 7 qui fonctionnent, et ben Sony peut utiliser ce processeur-là et continuer à le souder sur des cartes mères et vendre la console. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'autorise
une panne sur les 8. Et voilà. Mais la plupart du temps, ce 8e fonctionne aussi. Donc il y a des hacks pour pouvoir le réactiver, même si ça sert pas à grand chose. Mais bon voilà, en gros, et puis ça sert à rien du tout, même en jeu, hein, pour information, hein, c'est juste pour les trucs, bon voilà. Alors une autre décision vraiment bizarre de la part de chez Sony, c'est la RAM. Alors, vous avez compris que ces espèces de petits processeurs, ces petits cœurs basiques, ne sont pas capables de fonctionner d'eux-mêmes, on va dire, sans qu'ils soient guidés par un gros cœur, quoi. Ils sont vraiment, c'est juste des petits cœurs basiques, quoi. On leur donne une tâche et il a fait en boucle de son côté, et c'est le gros cœur qui lui dit de changer de tâche. Alors, ça peut poser un problème, à savoir que la Xbox est fabriquée d'une autre façon, c'est-à-dire qu'elle a 2 cœurs, ou 3, je sais plus. Enfin, il me semble qu'elle a au moins 2 cœurs, mais du même type que le gros. Et ce qui veut dire que quand on fait un portage de la Xbox vers la PlayStation 3, souvent, ces jeux-là n'utilisent pas à leur plein potentiel les 6 cœurs supplémentaires qui sont à leur disposition, et utilisent pratiquement que le gros. Alors du coup, on se retrouve avec des jeux qui tournent moins bien sur la PlayStation 3 que sur la Xbox 360, alors que pourtant la PlayStation 3 a plus de ressources processeurs en théorie, et même en pratique si on l'utilise comme il faut, quoi. Alors, donc je disais, une décision bizarre, c'est la RAM. Nous avons ici de la RAM de type Rambus. C'est un type de RAM qui a complètement disparu des PC depuis super longtemps, et qui n'est utilisé que par Sony pour la PlayStation 3 et la PlayStation 2, jusqu'à ce que maintenant c'est bon, ce soit fini. Donc ce type de RAM là, il y en a 256 mégaoctets. À savoir que sur la Xbox 360, il y en a 512. 512 qui sont uniquement autour du GPU. Et pour que le CPU classique puisse y accéder, il doit d'abord passer par le GPU pour accéder à la RAM, et ça fait une étape supplémentaire. En l'occurrence, là, vous avez remarqué que la RAM graphique, il y en a aussi 256, mais qui se trouvent autour du GPU. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous avons 512 MO de RAM exactement comme sur la Xbox 360, sauf que c'est en 2 groupes. Un groupe CPU, un groupe GPU. Mais, là où c'est pas encore fini, parce que c'est vraiment n'importe quoi, c'est que le GPU peut accéder à la RAM du CPU en passant par le CPU, et le CPU peut accéder à la RAM du GPU en passant par le GPU. Donc du coup, en réalité, c'est interconnecté dans les deux sens, ça fait n'importe quoi. Donc, pourquoi ils ont pas fait un seul groupe? Bah tout simplement parce qu'ils se sont dit que les développeurs allaient se faire chier à optimiser pour faire en sorte que la RAM qui est graphique en priorité soit stockée directement sur la RAM du GPU, et ce qui est utilisé en priorité pour les CPU soit stocké en priorité du côté du CPU, et que ça s'inverse de temps en temps, ce genre de truc. Il y a des transferts qui sont dans les deux sens. Le problème, c'est que c'est plus compliqué à programmer, et en plus de ça, franchement, je pense que la plupart des gens se seront pas fait chier du tout et auront fait comme avec la Xbox 360, c'est-à-dire prendre la RAM là où elle est disponible. On s'en fout de quel endroit elle se trouve. Donc du coup, peut-être que parfois il doit y avoir des accès RAM qui sont avec des durées variables, on va dire. Alors que pour la Xbox 360, c'est très facilement, c'est très facilement prévisible, étant donné que n'importe quel accès RAM vers la RAM du GPU sera toujours vers la RAM du GPU, donc du coup ça fait toujours le même timing, quoi. Il y a jamais un coup on prend là, ça va on va dire à nanosecondes, et là ça va à x2 nanosecondes par exemple. Donc voilà, ça peut poser des petits problèmes de ce genre. Mais bon, après, hein, c'est pas dramatique non plus. Il faut bien qu'il y ait de la RAM pour le CPU de toute façon et de la RAM pour le GPU. Le seul truc, c'est de couper ça 50-50 comme ils l'ont fait. Je suis pas sûr que ce soit pertinent, étant donné qu'à mon avis, il doit y avoir souvent beaucoup plus besoin de RAM graphique que de RAM CPU. C'est d'ailleurs pour ça que Microsoft a décidé de faire en sorte que toute la RAM soit accessible par le GPU en priorité et non pas par le CPU en priorité, parce que contrairement au PC, sur console, c'est surtout le GPU qui travaille. Alors ensuite, vous voyez peut-être ces petits composants-là et vous vous demandez ce que c'est. Non, ces trucs-là ne sont pas de la RAM, ce sont juste des régulateurs de tension. Des sortes de MOSFET avec une drôle de forme, quoi. C'est vraiment juste ça. Hein. Donc ne vous posez pas... Par contre, ils résistent très mal à la chaleur, ces trucs. Ils résistent très mal à la chaleur, mais je dis pas ça par rapport au fait que la console peut les griller. Non, ça se peut pas. Ça, la console fait pas assez de chaleur pour griller ces trucs. Mais, le truc, c'est que si vous essayez par exemple de ressouder ce composant, c'est-à-dire le GPU, eh bien vous risquez de faire griller ces trucs-là si vous faites pas attention.
Passons maintenant aux composants annexes. Donc nous avons un petit composant pour transformer le Serial ATA en Parallel ATA, ici, qui est fait par la marque Marvell. Et pourquoi nous avons besoin d'un composant pour faire ça? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, le lecteur Blu-ray est en réalité un lecteur en Parallel ATA et non pas en Serial ATA. Alors que la console a deux Serial ATA sortant directement de ses composants principaux. Alors c'est assez spécial comme idée. Alors pour information, si vous vous demandez où c'est relié au South Bridge, c'est-à-dire ce truc-là. Ça c'est le South Bridge, exactement comme sur les PC. Nous avons un composant qui regroupe un petit peu toutes les fonctions les fonctions annexes de la carte mère, c'est-à-dire le Serial ATA et ce genre de trucs. Alors voilà, bizarrement Sony a conçu à la fois le lecteur et la carte mère, et pourtant n'a pas intégré à l'intérieur de ce composant-là directement une sortie Parallel ATA. Non, c'est du Serial ATA qui passe par ce composant, qui se transforme en Parallel ATA, et qui ensuite ressort par là, et est relié au lecteur. Donc ensuite, dans les drôles de bizarreries qu'il y a là-dedans, nous avons un composant ici qui est relié au GPU qui permet de pouvoir sortir de l'HDMI. Pourquoi c'est une bizarrerie? Eh bien tout simplement parce que il y a un deuxième composant qui lui est fait par Sony, qui lui fait juste les autres sorties vidéo, c'est-à-dire le composite, le YQV, etc. et dans un composant dédié annexe. Et l'HDMI, lui, a un composant complètement générique fabriqué par la marque Silicon Image. Donc ça fait penser au fait que peut-être que, comme pour la Xbox, à l'origine, il était peut-être pas prévu de mettre un HDMI, et hop, l'HDMI est sorti, ils se sont dit, oh, il faut vite qu'on trouve un truc, et ils ont fait ça, ils ont juste pris un composant qui convertit un signal sortant d'un GPU vers ça. Alors, je vous ai pas tellement parlé du GPU, je vous ai parlé de sa RAM autour, je viens juste de me rappeler d'un truc. Le GPU est tout bêtement, une GeForce 7000 quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une variante des GeForce 7000 qu'il y avait sur les PC à la même époque. C'est vraiment rien de plus que ça, une sorte de GeForce 7800, un truc de genre. Donc voilà, donc c'est vraiment un GPU tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Contrairement à la Xbox, ça n'a même pas du tout été vraiment modifié à fond, quoi. C'est juste un GPU de PC avec sa RAM qui se trouve autour du die au lieu d'avoir la RAM autour du composant comme ça. Je suis sûr que, comme je le disais, Sony a fait toutes ces petites modifications parce qu'il savait que sur PC il y avait des gros problèmes de durabilité et de durée de vie de ces cartes avec ce genre de GPU. D'ailleurs, preuve en est que l'on en trouve pratiquement plus maintenant, elles sont tous tombées en panne pratiquement. Donc voilà, bon. Continuons avec les autres processeurs, les autres composants. Ce composant est un contrôleur Gigabit Ethernet. Si je dis pas de bêtises, c'est du Gigabit Ethernet et pas du Fast Ethernet, c'est-à-dire le réseau. Donc voilà, un autre composant fait par Marvell, un autre truc complètement générique. Ensuite, nous avons, comme je vous l'ai dit, le South Bridge, et ici, à côté du South Bridge, directement relié au South Bridge, nous avons ce petit composant qui s'appelle le Starship 2, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment un drôle de nom bizarre. Et ce composant sert à rien à part une seule chose. Nous avons deux puces ici et ici, deux NAND flash, c'est-à-dire de mémoire flash, un peu comme les SSD, 228 mégaoctets, et il les combine en deux, en une mémoire unique. Et ce composant aurait tout aussi bien pu être totalement générique, sauf que Sony a décidé de construire son propre composant pour faire ça, qui est un composant qui fait juste cette fonction-là, hein, combiner deux mémoires, on trouve ça partout, sauf que, à mon avis, ils ont tenu à le faire eux-mêmes, parce qu'ils voulaient faire en sorte que ce soit le plus difficile à décoder ce qu'il y avait dans la mémoire, bien entendu pour ne pas pouvoir hacker la console trop facilement. Donc voilà, ils ont fabriqué leur propre interleaver, comme on dit, de NAND flash. Pourquoi pas. Donc voilà, on a fait le tour à peu près de tout ce qu'il y avait d'intéressant dans cette console. Là, on peut voir notamment les étages d'alimentation. Vous voyez que l'étage d'alimentation du CPU, si je dis pas de bêtises, c'est beaucoup allégé avec la version non rétrocompatible, parce que comme je vous l'ai dit, la seule et unique deuxième modification qui a été faite en dehors du non rétrocompatible, en fait, de virer ça, c'est tout simplement de passer ce processeur-là de 90 nanomètres à 65 nanomètres, ce qui fait en sorte qu'il est plus petit, qu'il chauffe moins et qu'il a besoin de moins d'alimentation. Vous voyez qu'avant, il avait besoin d'une alimentation plus grosse que celle du GPU. Et bien après cette modification, ça s'est équilibré, les deux composants chauffent à peu près autant et consomment à peu près autant, ont besoin d'un étage d'alimentation totalement identique, ou presque. Et donc du coup, voilà, ça a permis de faire en sorte que la console chauffe moins et ait besoin d'un système de refroidissement qui, malgré qu'il soit plus petit et moins efficace,
en réalité, ne fait pas plus de bruit, donc bon voilà, on peut remarquer quand même que le processeur Cell de la PlayStation 3 est quand même une énorme chaudière, hein, parce que, encore une fois, exactement comme pour la Xbox 360, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas le composant qui chauffe le plus, qui grille la console, c'est le composant qui chauffe le moins des deux. C'est le GPU qui a des problèmes, et pas le CPU qui a des problèmes de soudure. Parce que ça n'a rien à voir avec la chauffe comme le pensent certains, ce n'est pas une surchauffe qui fait ça. C'est juste que ce composant est plus petit, donc plus facile à souder, et comme vous voyez d'ailleurs, il a un petit trou derrière, ce qui fait aussi que vous voyez directement que là, y a rien de soudé au milieu, alors que le GPU, lui, de son côté, il est plus gros, il est soudé des bords extrêmes au centre du truc, alors il y a beaucoup plus de billes à faire fondre, il y a beaucoup plus de risques de problèmes, et il y a aussi besoin de bien plus de chaleur pour réussir à faire chauffer ce truc suffisamment pour que ce soit vraiment bien soudé. Ce qui est, à mon avis, techniquement totalement impossible. Et c'est justement pour ça qu'il y avait trop de problèmes de sortie, c'est juste parce que ils pouvaient pas faire autrement, ça sortait tout le temps mal soudé, quoi. Alors maintenant parlons de quelques petites modifications qui ont été faites après les modèles que nous avons vus ici, c'est-à-dire les deux premiers modèles de sortie, c'est-à-dire celui-là qui est sorti littéralement juste après le modèle rétrocompatible parce qu'il y avait trop de problèmes, et le modèle rétrocompatible. Après ça, ils ont viré ce petit composant, le fameux Starship 2, et leurs deux puces de mémoire flash qui contenaient le firmware de la console. Après, ce qu'ils sont amusés à faire, c'est qu'ils ont mis une puce seule qui contient juste le strict minimum pour que la console démarre, et le firmware est dans le disque dur. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on a besoin de changer le disque dur, il faut démarrer comme ça avec le nouveau disque dur, sauf que la console ne démarre pas jusqu'au bout, elle demande l'insertion d'une clé USB avec le firmware dedans. Voilà, c'est très simple, ils ont vraiment trouvé une technique particulièrement élégante pour faire une modification pourtant de taille sur la console, c'est-à-dire le fait de ne plus stocker le firmware directement sur la carte mère, mais dans le disque dur, et ça aussi, ça a permis d'alléger un petit peu les coûts. Un autre truc qu'ils ont fait ensuite, c'est que après avoir changé ce processeur de 90 nanomètres à 65 nanomètres, ils ont changé le GPU pour faire exactement la même modification. Et ça a permis de faire en sorte que ça chauffe encore moins, et que ça consomme encore moins, ce qui a permis de faire en sorte de créer tout d'abord un modèle FAT qui était exactement identique au modèle Slim qui est venu après, un modèle FAT avec juste un énorme vide à l'intérieur de la boîte, et ensuite le modèle Slim qui a suivi, qui est juste le même que le modèle FAT, mais en réarrangeant les trucs dedans, ils ont permis de faire en sorte que ça prenne beaucoup moins de place, et que ça fasse exactement la même chose en termes de refroidissement, etc. Enfin bon voilà, c'est bizarre qu'ils aient fait ça en deux étapes, c'est-à-dire en gros faire une carte mère de Slim d'abord dans le boîtier de la FAT, puis ensuite une console de Slim. Étrange. Donc ce qui veut dire qu'en réalité la Slim, la dernière FAT est exactement identique à la première Slim en termes de solidité, mais comme elles sont totalement impossibles à différencier des FAT, on va dire, qui sont celles qui ont des problèmes, c'est-à-dire ou celle qui est rétrocompatible, elle on peut la différencier, mais celle qui est pas rétrocompatible, qui a plein de problèmes, et celle qui est rétrocompatible et qui n'est pas rétrocompatible mais qui n'a pas de problème, les deux là on peut juste pas du tout les différencier, et on peut pas les différencier sauf en faisant énormément confiance à la personne qui nous le vend en fait, hein. Et en regardant le numéro de série, ce genre de truc, si on peut avoir directement la console de visu directement en main à la limite. Mais voilà, en gros, voilà, il existe deux consoles comme ça, et ensuite la Slim. Voilà, j'ai pas compris. C'est pas comme si c'était impossible à comprendre, hein, mais bon, ça veut dire qu'ils étaient vraiment pressés de changer cette carte mère. Hein. Ils avaient vraiment trop de problèmes. Donc voilà. Qu'est-ce que l'on peut aussi ajouter là-dessus ? Je pense qu'on peut arrêter là. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Maintenant, ce que je vais dire là-dessus, c'est quelques petites appréciations personnelles. Alors, un truc que je peux dire, c'est que le processeur est beaucoup trop compliqué. C'est du grand n'importe quoi. Il suffisait de mettre 3 cœurs identiques au gros cœur et virer tous ces petits cœurs de merde, ça serait venu exactement au même. La Xbox 360 est pas beaucoup moins performante, alors qu'elle utilise que il me semble, 2 cœurs du même type que le gros. Alors bon, certes, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir tous ces petits cœurs, etc., si on arrive vraiment à tous les utiliser, mais ça demandait tellement de boulot, et le multiplateforme, étant donné que la PlayStation 3 a toujours été un petit peu l'outsider, même si elle a bien fonctionné sur sa toute fin de vie, et bien, malgré tout ça, cette console a eu très peu de jeux vraiment optimisés pour elle, en dehors des jeux fabriqués par Sony eux-mêmes, enfin faits par Sony eux-mêmes. Donc vraiment,
complet gâchis ce truc. Malgré tout, c'est une très bonne idée, c'est bien vu, c'est presque trop complexe en fait, c'est sur-ingénieré comme on dit des fois, c'est-à-dire en fait ça a été trop bien pensé pour que ce soit une bonne idée en fin de compte. C'est pareil pour la PlayStation 2 d'ailleurs, soit dit en passant, c'est vraiment le même problème, c'est deux processeurs etc qui font presque la même chose et patati et patata, et sauf qu'il y en a un qui est relié à un type de mémoire vive et l'autre qui est relié à un autre type de mémoire vive. Enfin, c'est une grande n'importe quoi la PlayStation 2, encore une fois bien trop réfléchi pour que ce soit pour son propre bien, exactement identique la réflexion qu'on peut faire sur le fait d'avoir fait deux groupes de mémoire vive, même si c'est pas forcément une mauvaise idée non plus, hein. Ça franchement ça va encore. Et ensuite ce concept de la mémoire etc qui a été remplacé ensuite par un disque dur, ils auraient mieux fait de faire ça directement dès le départ, parce que il y avait pas de raison technique qui les empêchait de faire ça dès le départ, c'est juste qu'ils voulaient faire en sorte que la console soit certainement plus pratique en cas de panne de disque dur, mais non, au final non. Un des problèmes avec cette console, mais là c'est du côté firmware, c'est que le disque dur, on peut pas le transférer d'une console à l'autre, parce qu'il est crypté avec la clé qu'il y a à l'intérieur de la console elle-même. Ce qui veut dire que si vous pétez votre console, virtuellement vous avez complètement niqué toutes vos sauvegardes. Il n'y a aucun moyen de pouvoir les récupérer, à moins que vous étiez abonné au PlayStation Plus, qui est payant pour sauvegarder vos trucs en ligne, ou vous faites sans arrêt des sauvegardes de vos sauvegardes sur une clé USB par exemple. Donc c'est vraiment complètement stupide, alors que sur Xbox 360, il suffit de prendre son disque dur, le mettre dans une autre console, et c'est comme si on était sur la console qui avait le disque dur avant dedans, donc bon, hormis la mise à jour du système. Sinon, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas pratique, et c'est vraiment complètement stupide, c'est une restriction qui sert à rien, en plus, je pense pas que ça ait une quelconque incidence sur le piratage, mais voilà, Sony a fait ça. Donc ensuite, quelques autres trucs que l'on peut dire là-dessus, c'est que la partie rétrocompatible a jamais bien fonctionné, donc bon débarras. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais très franchement, quand on a pu la tester soi-même, comme moi j'ai pu la tester, très franchement, arriver à genre les 3/4 d'un jeu et se retrouver avec le jeu qui freeze tout le temps au même endroit dans le jeu, et impossible de pouvoir le continuer parce que bien sûr impossible de reprendre sa sauvegarde et le faire fonctionner sur une PlayStation 2 parce que bien sûr la console en elle-même n'a plus les ports pour mettre les cartes mémoire et il faut acheter un adaptateur à la con pour faire ça, etc. Enfin en gros non, c'est vraiment la rétrocompatibilité, c'est une vaste blague, surtout sur notre modèle européen qui lui franchement les jeux rament alors que c'est censé être une rétrocompatibilité hardware entre guillemets alors qu'il y a que la moitié qui est hardware. Donc vraiment c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, ça sert à rien, c'est juste c'était juste là pour augmenter le prix de la console, augmenter la complexité de la console, augmenter sa chauffe, etc. et augmenter les possibilités de panne de la machine. Donc vraiment, sert à rien. Maintenant, une petite appréciation personnelle sur la fabrication de la console. On peut voir que le PCB lui-même, c'est-à-dire la carte elle-même, est plutôt bien construite, même si franchement, bon, voilà, c'est très très gros, etc. Donc ça devient malgré tout relativement, on va dire, relativement fragile à cause de sa taille. Un autre truc que l'on peut dire à propos de cette carte mère, c'est qu'elle est faite par Asus. Et oui, ça c'est un truc que peu de gens savent, mais la carte mère, sa fabrication, pas forcément son design, mais sa fabrication, a été donnée à Asus. Et ça se voit tout de suite à cause des problèmes de soudure qui ont persévéré bien plus longtemps que chez Microsoft sur sa Xbox 360. La PlayStation 3 a eu des problèmes de soudure du GPU qui perdureront très 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 longtemps et qui perdurent peut-être même encore jusqu'à maintenant, quoi. Je ne sais pas exactement, mais il y en a une de temps en temps avec des problèmes comme ça. Alors que sur la Xbox, c'est pratiquement complètement disparu. Et c'est le même reproche que l'on peut faire à tout ce qui est fabriqué par Asus, comme les cartes graphiques, les cartes mères, ce genre de trucs. Malgré tout, on échappe au SAV incompétent d'Asus, étant donné que, bah bien sûr, là on est à un truc Sony en fait. Les autres constructeurs de cette machine, c'est Foxconn et Sony, bien sûr, jusque-là, ça paraît logique. Et donc, un truc qu'on peut dire, c'est sur la façon dont c'est designé. Alors, c'est vraiment designé d'une très très bonne façon, hein. Franchement, c'est bien ordonné, il y a du refroidissement partout. Chacun de ces petits composants ont un pad thermique, vous voyez, c'est-à-dire ce genre de petits trucs qui sont dessus, qui le relient à la carcasse métallique que vous avez vu tout autour. C'est pareil en dessous, vous voyez en dessous, il y a ces espèces de petits pads thermiques qui sont de l'autre côté de ce composant qui chauffe, qui est un régulateur de tension, hein. Donc vous mettez comme ça le truc en sandwich entre deux plaques de métal, et ça permet de le refroidir. C'est
pas forcément une mauvaise idée du tout, hein, non, c'est même très très bon. Pareil pour ces autres régulateurs au-dessus, vous avez aussi ces espèces de choses qui font office de pâte thermique. Le coup par contre de mettre un IHS dessus, c'est-à-dire cette plaque en métal, c'était pas une bonne idée parce qu'ils ont fait en sorte que la pâte thermique qu'il y avait entre les trucs soit trop liquide. Donc si vous utilisez votre console, votre PS3 FAT premier modèle ainsi que enfin toutes celles qui sont FAT en fait, debout comme ça fait couler la pâte thermique en fait parce qu'elle est trop liquide. Et au bout de quelques années, elle se retrouve tout de l'autre côté et le die est pas bien refroidi, alors du coup la console fait 1000 fois plus de bruit. Parfois, elle peut même s'arrêter en sécurité surchauffe à cause de ces bêtises. Donc on est obligé de démonter la console et de décoller le pad thermique, ce qui est franchement difficile à faire. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je peux faire une vidéo sur la réparation de cette console et vous montrer justement comment décoller ce truc-là. Alors c'est jamais du côté du GPU à ma connaissance, c'est toujours du côté du CPU, ce qui nous arrange parce que pour décoller celui du GPU sans abîmer tout ça, c'est vraiment dur, hein, vraiment Donc voilà, où est-ce que j'en étais à propos de ça. Donc oui, la fabrication de la carte mère en elle-même est vraiment très pertinente, et la fabrication du reste, c'est-à-dire ces plaques qui viennent prendre en sandwich la carte mère pour l'empêcher de se dilater dans tous les sens et de se déformer, etc., c'est franchement une bonne idée. En plus de ça, ça fait un radiateur, ça transforme en fait l'intégralité de la console en radiateur, en fin de compte. Ça permet, et c'est d'ailleurs pour ça que cette console, quand on l'allume, elle fait juste aucun bruit, même celles qui chauffent beaucoup, parce que il faut savoir que quand on a la première FAT, celle qui est rétro-compatible, c'est un peu la loterie, on peut en tomber sur une qui fait aucun bruit, comme on peut en tomber sur une qui fasse énormément de bruit, et ça vient d'une seule et unique chose, c'est la tension qu'il faut pour alimenter le CPU pour qu'il soit stable. Parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes pour fabriquer ce fameux CPU là, ce fameux CPU super compliqué. Le Cell, eh bien ce processeur là, il en sortait un d'usine qui fonctionnait pas, un d'usine qui fonctionnait, mais attention, fallait mettre une putain de grosse tension dedans pour que ça fonctionne, donc qui chauffait à mort, et un autre qui sort d'usine et qui a besoin d'une tension modérée pour que ça fonctionne, donc ça fait une console qui chauffe pas. Et voilà, donc on se retrouve avec avoir la moitié de ces consoles qui font un énorme bruit et la moitié de ces consoles qui font pas de bruit d'origine. Et donc même celles qui font beaucoup de bruit font aucun bruit quand elles viennent de s'allumer pendant les 20-30 premières minutes, parce que il faut le temps que tout ce métal finisse par enfin arriver à température, parce qu'il y a ce métal là et il y a aussi le gros radiateur, cet énorme truc, cet énorme machin là en métal et tout ça, avec cette partie pour le GPU là qu'on voit qui est dédiée, et la partie pour le CPU qui consiste en tout le reste. Vous vous rendez compte à quel point le CPU chauffait par rapport au GPU. Le GPU, lui, il a droit juste à tout petit machin, qui est séparé d'ailleurs, de telle manière, alors ça je suppose que c'est volontaire, hein, séparé pour faire en sorte que le CPU ne chauffe pas le GPU. Je sais pas pourquoi ils ont séparé ça, parce que uniformiser la température sur la carte mère aurait peut-être pas été une mauvaise idée. Ah si, je crois savoir pourquoi ils ont fait ça. Peut-être pour éviter que le GPU se bride à cause de la chaleur du CPU. Il y a, à mon avis, il y a peut-être ça qui entre en ligne de compte là-dedans. Il y a des chances. Donc bref, le GPU qui a droit qu'à ce petit machin. Pendant ce temps-là, le CPU a droit à ces 3 gros caloducs, cet énorme truc, pendant que lui a droit juste à un petit caloduc qui fait le tour comme ça. Enfin voilà. Et donc voilà. Ça c'est la construction de cette machine. Son gros ventilateur à roulement à billes aussi, ça c'est une très bonne idée, ça s'use pas, ça fait pas beaucoup de bruit parce que c'est pas un ventilateur qui a des petits roulements de merde comme sur la Xbox 360 où ça fait un bruit épouvantable sur la première version. Je vous ai sûrement déjà parlé de ça dans la vidéo dédiée à cette console d'ailleurs. Et un seul gros ventilateur plutôt que deux petits, voilà, c'est très bien. Et cette console arrive à avoir à peu près la même taille que la Xbox 360 et intégrer le bloc d'alimentation directement dedans. Et d'épargner d'ailleurs un ventilateur de plus parce que le bloc d'alimentation de la Xbox 360 est ventilé lui avec. Donc voilà, donc 3 ventilateurs contre là uniquement un seul gros bien solide avec d'énormes roulements à billes, donc inusable pratiquement, même si j'en ai déjà vu qui avaient des petits bruits de roulements usés. Donc ça peut arriver, hein, faut croire.
mais c'est vraiment très rare, hein. C'est vraiment très rare. Alors que de son côté, la Xbox 360 avait commencé avec 2 trucs à roulement à billes qui faisaient un bruit épouvantable parce que c'était des mauvais roulements à billes, mais qui étaient inusables aussi, et sont passés ensuite à des systèmes sans roulement, enfin avec des roulements à huile, et qui s'usent par contre bien trop vite, et qui se mettent à faire du bruit bien trop souvent enfin bon. Donc voilà, je trouve que ce choix est beaucoup plus pertinent et beaucoup mieux réussi. Oui, voilà ce que je peux rajouter, c'est un petit point sur le lancement chaotique de cette console, qui est sortie à 600 €, ce qui est complètement ridicule, dans un quasi parfait anonymat d'ailleurs, hein. Je crois que pratiquement personne a acheté cette console, et c'est vrai qu'à ce prix-là c'est normal, sauf qu'en Europe elle s'est plutôt bien vendue à son lancement, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais Sony a la cote en Europe, mais bon voilà, mais dans le reste du monde, mais elle a bidé à mort à son lancement, mais à mort, c'est un truc de dingue. Et donc, ce que l'on peut dire à propos de ça, c'est que déjà c'était trop cher. Deuxièmement, ça venait pas avec les bons jeux au départ, il y avait rien. Ensuite, elle était, enfin voilà, comme vous avez vu le voir, elle était, on va dire, pris d'énormes coups de malchance, malgré qu'elle soit bien conçue. D'énormes coups de malchance, notamment le fait que la rétrocompatibilité marche trop mal, qu'il y avait plein de problèmes de construction pour ne serait-ce que le processeur, comme je vous l'ai dit, c'était une galère pour en obtenir qui fonctionnait, alors du coup ça a augmenté les prix de fabrication monstrueusement, ou il a fallu augmenter aussi tout simplement, comme je vous l'ai dit, la tension bien trop haut pour que ça chauffe à mort, quoi. Et un autre truc aussi qu'il y a eu, c'est, comme je le disais, le manque de jeux. Sauf qu'elle avait un lecteur Blu-ray, et donc du coup, pour la 2e génération de console, attention, pas la toute première, ils nous ont sorti cette magnifique boîte à non seulement, non, pas 600 €, non, 400 €, ce qui est toujours beaucoup trop cher, 400 € pour la vendre en tant que lecteur Blu-ray, parce que pour un lecteur Blu-ray, 400 €, ça va. Avec, non pas un jeu, mais un film. Et ça s'est fait pendant un certain temps comme ça. Donc ça, c'est là où tu vois qu'il y a vraiment un truc qui va pas dans une console quand elle vient de sortir. Elle est à peine sortie, et au lieu de nous la vendre avec un jeu, on nous la vend comme lecteur Blu-ray, enfin ça fait recyclage quoi, avec un film. Pour 400 €, ce qui fait lecteur Blu-ray bradé en fait dans un sens. Le truc par contre qui est marrant avec cette console, c'est que elle n'était pas fournie avec un câble HDMI, et sa version vendue avec un jeu n'est pas fournie avec la télécommande pour s'en servir en tant que lecteur Blu-ray. Ok, stratégie étrange, hein. Alors je me rends compte que j'ai oublié 2 petits points de détail que je vais ajouter à la fin de la vidéo avant de vous quitter. C'est le fait que cette console était compatible Linux au départ, et que subitement, pouf, ça a disparu du planning, ça marche plus quoi, après une mise à jour qui vous d'ailleurs vous indique bien attention, après cette mise à jour ça ne marchera plus, attention. Donc bon voilà, elle était compatible pour en faire un PC en fait, et il y a aussi un autre petit truc, c'est que bizarrement cette console ne recharge pas les manettes quand elle est éteinte. C'est vraiment le petit défaut de conception de cette console. Pourquoi les ports USB ne sont plus alimentés quand la console est éteinte, étant donné que ce sont des manettes sans fil, et que le seul moyen de pouvoir les recharger via la console, c'est de brancher la manette pendant qu'on joue, ou allumer la console pour rien en fait, et laisser recharger. Donc bon, c'est très spécial. Malgré tout, vous pourrez recharger vos manettes avec n'importe quelle prise USB, genre sur un PC ou sur... Non, pas n'importe quelle prise USB, je viens de dire ça, mais attention, ça marche sur un PC, mais ça marche pas si vous le branchez sur un chargeur USB genre une prise chargeur USB pour un téléphone portable. Attention, c'est très spécial, ça marche. Paradoxalement, là où c'est très drôle, c'est que pour recharger cette manette, le mieux reste encore de la brancher à votre Xbox 360, qui elle est compatible, même quand elle est éteinte, pour la recharge des manettes PlayStation 3, de manière totalement involontaire, alors que votre PC, s'il est éteint, vous pouvez pas recharger avec ça, ou ce genre de truc, enfin bon bref, en gros, et comme je le disais, la majorité des chargeurs, genre chargeurs de téléphone portable, ne fera rien non plus à cette manette, parce qu'il faut que la manette détecte que c'est une prise USB, attention, il faut pas que ça détecte que c'est une recharge USB, il faut que il y ait les bornes data qui soient aussi reliées. Je comprends pas du tout ce choix, ça n'a aucun sens, ça sent juste le truc qui a été mal foutu sans faire exprès en fait. C'est un peu con, parce que sinon le reste est vraiment très bien foutu dans cette console sur ce genre de plan. Par exemple, utilisation des standards, compatibilité d'ailleurs avec les manettes USB, genre par exemple branchement d'une manette USB pour PC,
ça fonctionne. Souris, clavier USB, ça fonctionne. Les souris et claviers sans fil Bluetooth fonctionnent aussi. C'est franchement grand respect des standards, hein. Ça c'est vraiment très très bien, contrairement aux concurrents quoi. Et la manette a aussi une particularité assez amusante, c'est que quand vous la branchez en USB, elle court-circuite son fonctionnement sans fil pour fonctionner via le fil. C'est-à-dire en réalité qu'il n'y a plus besoin des ondes, genre par exemple je sais pas, il y a un truc qui perturbe les ondes ou je sais pas quoi, vous branchez ça avec son câble USB et la manette passera uniquement par le fil, et ça fonctionnera nickel. Ou votre console par exemple a son module Bluetooth qui ne marche plus, eh bien encore une fois il suffit de brancher en USB et tac ça marche. Enfin bref, des petits détails comme ça qui sont vraiment sympathiques dans cette console. Bref, c'était sur ce petit point de détail que je vais terminer cette vidéo et je vous dis salut à tous et à la prochaine.